Par une belle matinée de printemps, un habitant des vastes prairies canadiennes se rend à son travail, quand soudain, le long d'une route abandonnée en bordure de la ville, il aperçoit un corps, face contre terre. Il court appeler la police. J'ai reçu un appel du Standard à 7h13 du matin pour m'annoncer qu'on avait découvert un corps dans un fossé. Le corps se trouvait dans le fossé nord, à environ 6 mètres de la route. Il y avait du sang au niveau de la tête, du bras, ainsi que dans le fossé. Impossible de déterminer le sexe de la victime parce qu'elle était face contre terre. Mais ça m'a paru bizarre. Il n'y avait pas de véhicule dans les parages, il ne s'agissait pas d'un accident de la route. Avec le sang sur la victime, et près de la route, ça m'a tout de suite semblé suspect. Une heure plus tard, la police scientifique arrive sur les lieux. La victime est une femme d'origine indienne d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. La piste criminelle ne fait aucun doute, mais les policiers ignorent tout de l'identité de la victime et des causes de sa mort. Tous les indices retrouvés sur les lieux ont soigneusement été numérotés, photographiés, puis collectés. Ces indices ont ensuite été placés dans un sachet avant d'être remis au service des pièces à conviction. À proximité du corps, les policiers retrouvent 22 douilles ainsi que 50 mèches de cheveux. Plus intéressant encore, ils découvrent des empreintes récentes sur la route et dans le fossé. Ces empreintes ont pu être laissées par le meurtrier dans sa fuite. J'ai relevé des empreintes de pneus juste à côté du corps. Il avait un peu plu cette nuit-là, du coup les traces étaient bien visibles. J'ai pensé que ça pouvait être les empreintes de pneus de notre suspect. On a découvert des empreintes de pneus sur les lieux du crime. On allait pouvoir les utiliser à des fins de comparaison. On a réalisé un moulage en polyrésine. Il suffit de verser la polyrésine dans l'empreinte, de la laisser sécher et ensuite de la retirer. Ça allait nous permettre d'effectuer des comparaisons. Dans le sol meuble, les policiers relèvent de nombreuses empreintes de pas n'appartenant pas à la victime. Ils décident d'étendre leur périmètre de recherche dans l'espoir de découvrir d'autres indices, ainsi que l'arme du crime. Il y avait une sorte de mare non loin du corps. On a décidé de la vider à la recherche de preuves. Dans ce genre de situation, il n'est pas rare que les gens paniquent et jettent des objets dans l'eau. Il fallait absolument qu'on vide cette mare. Quand on enquête sur une scène de crime, on veut être sûr de récolter tous les indices. On n'a pas de deuxième chance en ce qui concerne la collecte d'indices. Les policiers ne découvrent aucun nouvel indice au fond de l'étang, ni le long de la route abandonnée. En gros, on a parcouru le fossé de long en large à la recherche d'indices éventuels. En quittant la scène de crime, le meurtrier avait très bien pu jeter quelque chose par la fenêtre. Je me suis également rendu à la ferme voisine pour savoir s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit cette nuit-là. Mais ça n'a rien donné. On n'est pas loin de la ville, mais cette zone est plutôt isolée. Dans le courant de l'après-midi, une partie du mystère est enfin levée. Les empreintes digitales ont permis d'identifier la victime comme étant Pamela George, une femme de 28 ans appartenant à la Première Nation de Sakimé. Pamela est la mère de 2 jeunes enfants. Sa mère, Ina, est la première à apprendre la terrible nouvelle. Pamela était l'aînée de mes enfants. Elle était mignonne. Elle m'a beaucoup aidée quand elle était jeune. C'était une gentille fille. J'ai toujours pensé que ma mère était la meilleure. Petite, je voulais être comme ma mère en grandissant. On a entendu à la radio qu'ils avaient découvert un corps sur Pinky Road. Ils m'ont dit que c'était Pamela. J'étais sous le choc. J'ai fondu en larmes. Je n'arrivais pas à y croire. Selon le rapport d'autopsie, Pamela a connu une mort atroce. Les 22 douilles trouvées sur les lieux ne semblent pas liées à l'affaire.
Pamela a en revanche été frappée à de multiples reprises. En plus des nombreux bleus et plaies sur son visage, elle a le nez cassé et est vraisemblablement décédée des suites d'une hémorragie interne au cerveau. L'autopsie révèle la présence d'autres mèches de cheveux, 6 dans sa main droite et 2 dans sa main gauche. À première vue, elles semblent correspondre aux cheveux de Pamela, de même que celles retrouvées sur la scène de crime. Lorsqu'une personne est ainsi agressée, il n'est pas rare qu'elle s'arrache ses propres cheveux. Dans la petite bourgade, cette affaire de meurtre pour le moins énigmatique défraie la chronique. Regina est une petite ville. Ici, on se connaît tous. C'est une toute petite communauté. Quand il y a un homicide, ça fait forcément la une des journaux. En plus, il s'agissait du premier meurtre de l'année. Après la découverte du corps en bordure de la ville, l'inquiétude était palpable. Regina est une ville aux deux visages. D'un côté, on a les banlieues habitées en majorité par des blancs des classes moyennes et supérieures. De l'autre, on a le centre-ville, avec une population majoritairement indienne autochtone, vivant dans la pauvreté et le désespoir. Pamela habitait en centre-ville, dans les quartiers est de Regina. C'est vraiment le cœur de la ville. C'est une zone gangrénée par la drogue, la pauvreté et la prostitution. Je pense que quand les gens ont su d'où elle venait, la plupart se sont dit « Je n'ai rien à craindre, ça ne me concerne pas ». Ça ressemblait à un règlement de compte entre deux personnes de seconde zone. Au cours de leur enquête, les policiers découvrent que Pamela travaille du centre-ville. Dans l'espoir de faire la lumière sur son meurtre, ils tentent de retracer ses dernières heures. L'enquêteur en charge de l'affaire nous a répartis par équipe de 2 et a confié à chaque équipe une tâche. Je faisais équipe avec l'agent Chuck Appleton. Notre première tâche a été de nous rendre dans le centre-ville de Regina et d'interroger les personnes sur place. C'est là que Pamela George avait été vue vivante pour la dernière fois. C'est un quartier très pauvre. Les rues sont très étroites et très sombres. Les maisons sont décrépies. Il fait très sombre la nuit. Le quartier est surtout fréquenté par des prostituées et des dealers de drogue. On était tous les deux habillés en civil. On roulait dans une voiture banalisée. On a vu qu'il y avait des filles au coin de la rue. On s'est approché d'elles et on leur a dit pourquoi on était là et qui on était. On leur a demandé si elles avaient remarqué quoi que ce soit de suspect le jour de la disparition de Pamela George. On a interrogé les habitants du quartier, des drogués, des alcooliques, des personnes mêlées à des activités illégales. Parfois, ces personnes refusaient de nous parler. Elles pensaient qu'on était là pour elles. Vous voyez l'ambiance. Dans le même temps, la police enquête sur la famille de Pamela à la recherche d'indices et de suspects potentiels. Dans la plupart des affaires, la victime connaît le suspect et le suspect connaît la victime. On commence toujours par interroger les proches de la victime. Parmi les proches, un nom sort du lot, celui de Lenny Hall, un homme âgé de 38 ans. Lenny, le dernier petit ami en date de Pamela, est connu pour ses accès de violence. Les policiers ont découvert que Pamela George vivait en concubinage avec un homme du nom de Lenny Hall. Ils ont également appris des parents de la victime que Pamela avait porté plainte pour violence conjugale et qu'elle envisageait de quitter M. Hall. L'autopsie a révélé qu'elle avait des bleus et des hématomes plus anciens qui auraient été infligés plusieurs jours avant sa mort. Le 18 au soir, on s'est rendu à son domicile. On voulait savoir s'il avait des traces de griffures sur le corps. On n'a rien trouvé. Il était bouleversé. Il n'arrêtait pas de répéter « Pourquoi elle? Pourquoi elle ?» Lenny leur explique qu'il est toujours en couple avec Pamela, mais qu'il n'a rien à voir avec son meurtre. Pamela et Lenny entretenaient une relation houleuse. Quand la police l'a interrogé, Lenny Hall a déclaré que peu de temps avant l'incident, ils s'étaient disputés et en étaient venus aux mains. Lui, il s'était retrouvé avec 2 yeux au beurre noir et elle avec un œil au beurre noir. Suite à cette altercation, elle l'avait quitté pendant près d'1 semaine.
Elle n'avait pas de proxénète. Elle travaillait à son compte, essentiellement pour se payer ses doses de drogue. Il a expliqué qu'elle faisait parfois 2 ou 3 passes par nuit. Elle préférait les clients blancs et plutôt âgés. Elle évitait autant que possible les Indiens. Il avoue également qu'avec Pamela, ils ont récemment dépouillé certains de ses clients. Il laisse entendre que son meurtre est peut-être un acte de vengeance. Au cours de l'enquête, la police a découvert que Pamela et Lenny Hall dévalisaient parfois les clients. Elle organisait un rendez-vous avec un client, elle se faisait payer à l'avance en échange de ses services et ensuite elle s'en allait. Lenny débarquait alors et informait le client que Pamela ne reviendrait pas et qu'il ne reverrait jamais son argent. Ensuite, il lui disait de partir. Lenny Hall reconnaît avoir vu Pamela le soir de sa mort. Il nous a dit que ce soir-là, il a vu Pamela faire le tapin à un coin de rue. Il se trouvait dans la cave d'une maison située juste en face. Il pouvait la voir d'où il était. Il a dit que vers minuit et demi, il l'a vu monter dans un véhicule avec un homme plus âgé, avec lequel il l'avait déjà vu avant. Un homme prénommé Tony. Vers 2 heures du matin, il n'était toujours pas rentré. Il a commencé à s'inquiéter et il est parti à sa recherche dans le centre-ville. À 6 heures, il ne l'avait toujours pas retrouvé. Voilà l'histoire qu'il nous a racontée. Lenny Hall est considéré comme une personne d'intérêt par la police. Les enquêteurs tiennent également à interroger le client régulier de Pamela, Tony, peut-être bien la dernière personne à l'avoir vue en vie. Ils découvrent l'existence d'un autre véhicule suspect circulant dans les rues du centre-ville la nuit du meurtre. On ignore encore l'identité du conducteur. Ce mystérieux véhicule est peut-être bien le dernier dans lequel Pamela est montée. La police tente de résoudre le meurtre de Pamela George, une jeune femme de 28 ans. Les agents patrouillent dans les rues du centre-ville de Regina, une zone très malfamée. Pamela travaillait comme prostituée. Il est possible que son tueur se trouve parmi les hommes qui sillonnent la région à la recherche de faveurs sexuelles. Les policiers sont à la recherche d'un homme prénommé Tony, un client de Pamela qui l'aurait vu peu de temps avant sa mort. Tony est un homme blanc, la petite soixantaine. Il travaillait en horaire décalé et habitait près d'une école. Il avait un faible pour les jeunes femmes et était un client régulier des prostituées. Il voyait souvent Pamela George. Il avait déjà eu plusieurs rapports tarifés avec elle. Il l'emmenait au restaurant et ensuite, ils allaient chez elle. Il aurait été la dernière personne à l'avoir vue vivante ce soir-là. Mais il a nié être impliqué dans sa mort. Les policiers ont poursuivi leur enquête et perquisitionné au domicile de Tony. Ils ont fouillé sa voiture et ils ont découvert un foulard. Mais il a prétendu qu'il appartenait à une autre femme. La police pense que Tony dit la vérité et que Pamela a sans doute été tuée par un autre homme qui l'a prise dans sa voiture entre 1h et 2h du matin, soit peu de temps après que Tony l'a redéposée et juste avant que Lenny Hall ne remarque son absence. On s'est dit que Pamela avait pu monter à bord d'une voiture dans le centre-ville. Peut-être qu'une autre prostituée l'avait vue discuter avec quelqu'un ou monter à bord d'un véhicule. On a lancé un appel à témoins afin de recueillir des informations. Au même moment, une cérémonie a lieu à la mémoire de Pamela au sein de la Première Nation Sakimé, là où elle a grandi. Le jour suivant la mort de Pam, plusieurs aigles ont commencé à décrire des cercles dans le ciel. Ils étaient là pour nous protéger et pour veiller sur nous. On essayait de comprendre ce qui avait pu arriver à ma fille. Ces aigles étaient là pour prendre soin de nous. Ils cherchaient à nous faire passer un message. Alors que la communauté pleure la mort d'une des siennes, la police concentre son enquête sur les filles des rues et sur la bande qui assure leur protection. Mais il faut du temps pour gagner leur confiance en raison de la nature de leur travail. Les filles et la bande qui travaillait avec elles ne nous ont pas beaucoup aidés. Les filles ne faisaient visiblement pas confiance à la police. Et la bande ne voulait pas perdre la confiance des filles en collaborant avec la police. On avait vraiment l'impression d'être face à un mur. Les policiers s'intéressent plus particulièrement à une liste noire,
qui recense tous les clients violents côtoyant les filles de la rue. Elles connaissent bien les clients réguliers. Elles parlent entre elles, elles s'échangent des informations sur les mauvais clients. L'identité de ces mauvais clients est jalousement gardée. Mais afin d'éviter toute nouvelle agression, les filles acceptent de fournir une liste de noms à la police. On a finalement eu la liste et on a interrogé tous ceux dont le nom figurait sur cette liste. On leur a demandé qui ils étaient, ce qu'ils faisaient et où ils étaient au moment du meurtre. On voulait vérifier s'ils étaient mêlés à la mort de Pamela George. Un nom sur la liste conduit les enquêteurs jusqu'à un fermier d'une ville des environs. Il était décrit comme un client régulier des prostituées de Regina. Il avait déjà été condamné pour coups et blessures. Il était visé par une enquête pour avoir eu des rapports avec une prostituée de 13 ans. Il conduisait un pick-up et vivait en concubinage. On le soupçonnait d'abuser sexuellement des filles de sa compagne. Au cours des jours suivants, les policiers prennent contact avec tous les clients douteux. À chaque fois, ils vérifient leur alibi ainsi que les empreintes des pneus de leur véhicule afin de les comparer avec celles retrouvées sur la scène de crime. On nous avait donné 2 ou 3 noms de clients ne figurant pas sur la liste noire. On les a interviewés à plusieurs reprises. On voulait les éliminer de la liste des suspects. On n'était pas entièrement convaincus par leurs déclarations, mais ça n'allait pas plus loin. La liste noire comprend les noms de personnes peu recommandables, mais aucun véritable suspect. Soudain, l'enquête s'oriente vers une nouvelle piste pour le moins surprenante. Le tuyau vient d'une femme prénommée Charlène qui faisait le trottoir la nuit où Pamela a été tuée. On avait déjà fait plusieurs descentes et on avait discuté avec une prostituée prénommée Charlène. On voulait savoir si elle avait travaillé cette nuit-là et si elle avait remarqué quoi que ce soit de suspect ou si elle avait des informations à nous communiquer sur ce qui s'était passé. Elle nous a dit qu'elle se rappelait avoir vu quelque chose. 2 jeunes blancs dans une voiture blanche s'étaient approchés d'elle et ils voulaient qu'elle monte avec eux. Elle a répondu « Non, je ne fais pas ce genre de choses. Je ne prends pas de clients. » Alors ils sont partis. Une demi-heure plus tard, elle a aperçu le même véhicule garé dans une ruelle, avec à bord les 2 hommes blancs. Elle a vu l'un des hommes se glisser dans le coffre. Le véhicule a ensuite redémarré et il s'est arrêté devant elle. Le conducteur lui a demandé de monter et elle a dit « Non, je sais ce que vous manigancez, les gars ». Elle a refusé de monter. Le véhicule est alors reparti. On a demandé à la fille si elle pensait pouvoir identifier les 2 individus. Et elle a répondu que oui. Elle a accepté de venir au poste de police et de nous aider à dresser un portrait robot des occupants de la voiture. Charlène, en collaboration avec le dessinateur de la police, réalise un portrait robot de l'homme qui conduisait le véhicule lors du 2e passage. En raison de leur comportement suspect ce soir-là, le chauffeur et son ami sont dans le collimateur de la police. Leur comportement était pour le moins suspect. Ce n'est pas normal qu'une personne monte dans le coffre d'une voiture et essaie à tout prix de faire monter une fille. Quand on a appris ça, on a pensé qu'on tenait peut-être une piste pour notre enquête. Les enquêteurs cherchent par tous les moyens à découvrir l'identité des 2 inconnus. Un détenu de la prison de la région pense être en possession d'informations sur ce qui est arrivé à Pamela George. Une semaine s'est écoulée depuis la découverte du corps tuméfié de Pamela George, une femme de 28 ans, dans un fossé non loin de l'aéroport. Pamela travaillait comme prostituée. Elle se trouvait avec un client prénommé Tony peu de temps avant sa mort. La police s'est intéressée de près à son petit ami Lenny Hall ainsi qu'aux clients figurant sur la liste noire des prostituées du centre-ville. Mais un nouveau témoignage a révélé la présence de 2 jeunes hommes suspects dans les rues ce soir-là. L'un d'entre eux se cachait dans le coffre de leur voiture afin de ne pas effrayer les filles qu'ils cherchaient à faire monter. Mais à part un portrait robot d'un des 2 hommes, la police n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent.
La police de Regina et la gendarmerie royale du Canada sont à l'affût du moindre indice. Avec un tueur en liberté, l'angoisse est palpable. Les rumeurs vont bon train, notamment parmi les prostituées du centre-ville. En discutant avec une des prostituées, j'ai découvert qu'un incident similaire s'était déjà produit quelque temps auparavant. Mais la fille s'en était sortie saine et sauve. On n'a malheureusement pas pu confirmer cette information. Quand on nous amenait un nouveau détenu, quel que soit le crime qu'on lui reprochait, on avait pris l'habitude d'aller dans sa cellule et de l'interroger sur le meurtre de Pamela George. Les gens qui vivent de trafic en tout genre savent généralement tout ce qui se passe dans la rue. On pensait pouvoir recueillir des informations. Neuf jours après le meurtre, un détenu conduit les policiers jusqu'à un criminel endurci, Edwin Lloyd Isaac. Une rumeur circule selon laquelle il serait impliqué dans la mort de Pamela. Bien qu'il se trouve actuellement derrière les barreaux, Isaac était libre la semaine du meurtre. Il entretenait des rapports houleux avec Pamela, en tant qu'ancien petit ami et possible souteneur. Lloyd Isaac était un souteneur qui travaillait dans les rues de Regina. Un des membres de la famille de Pamela nous a dit qu'elle envisageait de s'installer avec lui. Il est décrit comme un manipulateur, tout le monde le craignait. On s'est rendu à la prison locale vers 11h30 ce matin-là. Il était dans sa cellule. On nous l'a amené en salle d'interrogatoire afin qu'on puisse l'interroger. Isaac nie être impliqué dans le meurtre. Il explique que le tueur est très vraisemblablement un client de la liste noire. Il nous a dit qu'il s'entendait très bien avec Pamela George. Il avait fait le Mac dans le passé, mais tout ça s'était terminé. Il nous a dit qu'il avait vu Pamela vers 10 ou 11 heures le soir de sa mort. Il n'arrêtait pas de répéter que la police s'intéressait à la mauvaise personne. Il était persuadé que le suspect était à chercher parmi ses clients. Isaac dit qu'il ne possède pas de voiture, mais qu'il emprunte régulièrement celle de son colocataire Jason. Il reconnaît avoir emprunté la voiture à 3 reprises cette semaine-là, mais il jure qu'il était chez lui en train de dormir au moment du meurtre. Ce n'était pas un enfant de cœur, il avait déjà eu affaire à la police. Il clamait son innocence, je ne savais pas si je devais le croire. Les policiers vérifient l'alibi d'Isaac. Son colocataire Jason confirme qu'à minuit, la nuit du meurtre, Isaac était bien endormi sur le canapé. Le lendemain matin, Isaac était dans son lit, mais Jason ignore s'il a quitté la maison à un moment ou à un autre. Sa voiture ne semble pas avoir bougé de la nuit. La police inspecte la voiture minutieusement. L'empreinte des pneus ne correspond pas à celle retrouvée sur la scène de crime. Mais les policiers découvrent un cheveu qui pourrait très bien appartenir à Pamela. Ils confisquent les vêtements et les chaussures d'Isaac à la recherche d'indices. Les empreintes de pas retrouvées sur la scène de crime sont celles d'une paire de chaussures de sport Nike. Hormis le cheveu retrouvé dans la voiture, les policiers font chou blanc. Au départ, Lloyd Isaac a accepté de se soumettre au détecteur de mensonges, du moment que son avocat était présent. Mais ensuite, il a refusé. Il a expliqué qu'il en avait déjà passé un une fois et qu'il avait échoué. Il a dit aux policiers « Vous n'avez rien qui me rattache au meurtre de Pamela ». Alors que le nombre de suspects potentiels ne fait qu'augmenter, la police de Regina reçoit un nouveau tuyau. À l'époque, je travaillais à la section vol et homicide. Le Standard m'a fait passer un appel d'une jeune fille vivant à Vancouver. Elle avait des informations concernant le meurtre de l'aéroport. Elle pleurait au téléphone. Elle a fini par me dire que les 2 hommes s'appelaient Steve et Alex, mais qu'elle ignorait leur nom de famille. La jeune fille affirme que quelques semaines plus tôt, soit quelques jours après le meurtre, quelqu'un lui a raconté ce qui s'était passé cette nuit-là. Les 2 hommes sont des amis de son frère. Elle n'avait pas réussi à trouver le courage d'appeler la police jusqu'à aujourd'hui. Elle a expliqué qu'elle avait appris que Steve et Alex avaient passé la soirée dans un bar et qu'ils s'étaient partagé une bouteille de whisky.
Alex s'est ensuite caché dans le coffre de la voiture. Ils ont pris une fille en stop et ensemble, ils sont allés jusqu'à l'aéroport. Elle a pratiqué une fellation sur Steve et pendant qu'elle en faisait une à Alex, Steve a commencé à lui donner des coups. Ils ont ensuite frappé la fille et l'ont traînée face contre terre avant de l'abandonner là-bas. Ce mystérieux duo, ainsi que le fait de se cacher dans le coffre, rappelle étrangement les deux jeunes hommes évoqués par Charlène. Mais la jeune fille prétend ne connaître que les prénoms des deux hommes, Steve et Alex. Afin de découvrir leur nom de famille, le détective Collins décide de s'adresser aux jeunes frères de leur témoin. Au début, il a refusé de me livrer des informations sur eux. Il craignait des représailles de leur part et il avait peur de ce que ses amis allaient penser de lui s'il les balançait. Les 2 jours qui ont suivi, j'ai eu plusieurs conversations avec lui et son père. Il fallait absolument que je trouve le nom de famille des 2 garçons. Le détective Collins finit par apprendre les noms des 2 suspects. La découverte de leur identité, puis du fin mot de l'histoire, provoquera une véritable onde de choc dans la communauté. Leur témoignage va également soulever une nouvelle controverse dans l'affaire Pamela George. Les policiers chargés d'enquêter sur le meurtre de Pamela George ont reçu un tuyau concernant 2 jeunes hommes. Ils auraient avoué à des amis avoir fait monter une prostituée dans leur voiture et l'avoir battue le soir du meurtre. Les 2 jeunes hommes connus uniquement par leur prénom, Steven et Alex, sont finalement identifiés par la famille de la jeune fille ayant fourni l'information. Il s'agit d'Alex Ternovetsky, 19 ans, et Steven Comerfield, 18 ans. Steven Comerfield est un jeune basketteur très prometteur de l'université de Regina. Alex est le fils d'un ancien professeur de l'établissement. Contrairement à la plupart des suspects dans cette affaire, ils sont issus de familles blanches de la classe moyenne supérieure. Afin d'avoir confirmation de l'information, les policiers retournent interroger Charlène, la femme ayant permis de dresser un portrait robot des 2 hommes qui avaient tenté de la faire monter dans leur voiture. Quand les noms de Comerfield et de Ternovetsky sont remontés à la surface, j'ai préparé une séance d'identification en incluant la photo d'Alex Ternovetsky. Il y avait 10 photos de personnes d'âge et de taille similaire avec la même couleur de cheveux. Elle a tout de suite montré la photo d'Alex Ternovetsky. Elle a dit que c'était le conducteur de la voiture blanche. Les policiers apprennent qu'Alex Ternovetsky se trouve actuellement en Colombie-Britannique pour un job d'été. Steven Comerfield, quant à lui, vit chez sa mère à Regina. Je me souviens très bien du jour où on s'est rendu au domicile de Steven Comerfield. Quand on l'a arrêté, il a attrapé ses chaussures et s'est assis sur l'escalier devant sa maison pour les lasser. Il ne montrait aucune émotion. Il n'a rien dit du tout. J'ai trouvé bizarre qu'une étoile montante du basketball de l'université de Regina, de 18 ou 19 ans, bien intégrée dans la communauté, ne montre aucune réaction. Je pense qu'il savait qu'on allait venir et qu'il s'y était préparé. Le lendemain, Charlène tombe par hasard sur la photo de Steven. Le lendemain matin, Charlène se promenait dans la rue quand elle est passée devant un kiosque à journaux. À la une d'un journal local, elle a vu la photo d'une personne qu'elle a tout de suite reconnue. Elle m'a immédiatement téléphoné. Elle m'a dit que c'était l'homme qui se trouvait à bord de la voiture qui l'avait abordée. Il s'agissait de la photo de Steven Comerfield. Pour nous, l'affaire était pliée. On avait retrouvé les 2 hommes qui l'avaient approché la nuit où Pam George a été assassinée. Mais les policiers sont conscients du fait que des témoignages de seconde main portant sur le comportement des 2 garçons ne suffiront pas devant un tribunal. Ils vont avoir besoin de preuves matérielles. Ils décident alors de se faire délivrer un mandat de perquisition. Au domicile du père de Steven Comerfield, ils découvrent la voiture qui aurait servi lors du meurtre. Quand j'ai montré le mandat de perquisition à son père et qu'on l'a informé de ce qui s'était passé, il a pâli.
J'ai cru qu'il allait faire une crise cardiaque. J'ai fait asseoir sur une chaise et je lui ai dit de se calmer. Je suis entré chez les Comerfield et je me suis dirigé vers la chambre de Steven pour procéder à la perquisition. Sa chambre était en désordre, il y avait des vêtements partout. Une vraie chambre d'adolescent. Je me suis dirigé vers le placard et j'ai commencé à fouiller ses vêtements. Je suis tombé sur une boîte de baskets Nike. Ça se présentait bien. On avait justement retrouvé l'empreinte d'une paire de Nike sur la scène de crime. On n'avait pas encore mis la main sur les chaussures, mais il s'agissait quand même d'une preuve potentielle. Mais les chaussures restent introuvables. Les techniciens de la police scientifique concentrent donc leurs efforts sur la voiture. Les pneus sont photographiés et mesurés. Leur empreinte correspond à celle retrouvée sur la route, près du corps de Pamela George. L'habitacle renferme également d'autres indices. J'étais avec Steve Pike de la section biologie et Herb Carruthers de la police scientifique quand on a procédé à l'examen de la voiture. On a trouvé une polaire, un rouleau d'essuie-tout, mais surtout de nombreux cheveux. Steve était à quatre pattes avec sa pince et sa lampe. Il fallait récupérer tous les cheveux sur la banquette arrière de la voiture et à l'intérieur de l'habitacle. 4 des cheveux découverts dans la voiture ressemblent fortement à ceux de Pamela George. 3 possèdent encore leurs racines, ce qui signifie qu'ils ont été arrachés de force. On a retrouvé des cheveux appartenant à Pamela George dans la voiture. C'était une preuve plutôt compromettante, surtout ajoutée à tout le reste. Les autorités locales de Colombie-Britannique retrouvent la trace du deuxième suspect, Alex Ternovetsky, non loin de Prince George. Comme Stephen Comerfield, Alex est inculpé pour meurtre avec préméditation. C'est moi qui ai pris les empreintes et la photo d'Alex Ternovetsky. Et comme Stephen Comerfield, je l'ai trouvé très arrogant. Ces jeunes garçons de 18-19 ans venaient d'être arrêtés et inculpés pour meurtre. Ils avaient l'air totalement détachés, sans la moindre émotion. J'ai trouvé ça vraiment étrange. Je sais que si on m'avait arrêté pour meurtre, j'aurais été terrifié. Mais ce n'était pas du tout leur cas. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Les habitants sont sous le choc. Ces événements ont surpris tout le monde. 2 jeunes garçons, dont une star montante de l'équipe de basket de l'université de Regina, étaient impliqués dans un homicide. C'étaient des garçons bien élevés, issus de familles plutôt aisées. Pourtant, ils étaient mêlés à cette sombre affaire. Ça a été un choc pour toute la communauté. La ville était partagée. D'un côté, il y avait ceux qui pensaient que même de gentils garçons peuvent faire des erreurs et qu'ils méritaient ce qui leur arrivait. Et d'un autre côté, il y avait ceux qui pensaient « ce sont de bons garçons, ils vont à l'université, ils ne peuvent pas avoir commis un tel crime. La police se trompe forcément. » Ina, la mère de Pamela, est soulagée que les meurtriers de sa fille soient enfin derrière les barreaux. J'ai été choquée en découvrant qu'il s'agissait de 2 garçons issus de familles aisées. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Les aigles ont disparu le jour où on a interpellé le 2e garçon. Je suis persuadée que les aigles étaient là pour veiller sur nous. Afin d'étoffer les preuves matérielles dans cette affaire, les policiers décident d'interroger les amis d'Alex et de Steve, à qui ils semblent avoir avoué leur crime. Jusqu'à présent, ces amis se sont entêtés à garder le silence. C'étaient tous des jeunes hommes blancs issus de familles de la classe moyenne. Ils avaient fait la connaissance de Steven et d'Alex à l'école ou lors d'activités sportives. La plupart étaient encore scolarisés. Ils avaient peur de témoigner. J'ai été obligé de les rencontrer à plusieurs reprises pour leur rappeler leurs obligations et les convaincre de témoigner devant le tribunal. Ce n'était pas une blague de potache, c'était tout ce qu'il y a de plus sérieux. Une femme était morte. On ne pouvait pas simplement étouffer l'affaire. Dans les jours qui suivent le meurtre, Alex va se vanter à plusieurs reprises. Il explique qu'avec Steve, ils se sont saoulés et se sont cachés à tour de rôle dans le coffre de la voiture. Ils ont fait monter une prostituée à bord et l'ont battue, puis abandonnée sur une route déserte.
Dans les heures et les jours qui ont suivi l'incident, Steven et Alex ont raconté à plusieurs amis et connaissances ce qui s'était passé. Ils ne semblaient pas se rendre compte de l'impact que ça pouvait avoir sur leurs amis. Beaucoup ont été choqués en apprenant cette histoire. Les deux garçons comparaissent devant le tribunal. L'atmosphère y est électrique. La tension est tout aussi palpable dans les banlieues dominées par les classes moyennes blanches et dans le centre-ville habité majoritairement par des Indiens pauvres. Si cette affaire a choqué la population, c'était surtout en raison du contraste qui existait entre les inculpés, des garçons blancs de la classe moyenne, et la victime, une prostituée appartenant aux nations indiennes, qui évoluait en marge de la société et qui était peu gâtée par la vie. Ça a fait ressurgir la question raciale à Regina et dans toute la province. Cette affaire avait très clairement une dimension raciale. Quand le procès a débuté, il a fait les gros titres des journaux. On avait affaire à deux jeunes garçons avec un avenir prometteur. Ils risquaient la prison à vie assortie de 25 ans de sûreté. L'accusation et la police avaient un dossier très solide pour meurtre avec préméditation. L'affaire qui semblait pourtant en béton s'effrite peu à peu devant le tribunal. On évoque l'éventualité d'un autre tueur encore en liberté. Le verdict du jury va prendre tout le monde par surprise. « 19 mois après leur arrestation, Alex Ternovetsky et Steven Kammerfield sont jugés pour le meurtre de Pamela George, une indienne de 28 ans qu'ils auraient prise en stop dans le centre-ville de Regina et battue à mort sur une route déserte. L'affaire, en raison de sa nature, bénéficie d'une vaste couverture médiatique. Il y a eu des tensions communautaires pendant toute la durée du procès. On a assisté à des manifestations. Les gens en ont fait une affaire raciale. Ces deux jeunes hommes, issus de familles blanches aisées, se retrouvaient mêlés à l'univers de Pam, une pauvre indienne. À l'intérieur de la salle d'audience, la mère de Pamela George découvre le visage des personnes accusées du meurtre de sa fille. J'étais en colère. Pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça, ma fille? Pourquoi est-ce qu'ils s'y sont mis à deux? Les preuves contre les deux hommes sont accablantes. Non seulement ils ont admis à des amis avoir pris en stop une prostituée et l'avoir battue, mais les empreintes de pneus de leur véhicule correspondent à celles retrouvées près du corps de Pamela George. Et encore plus accablant, les tests ADN prouvent que les cheveux retrouvés dans la voiture qu'ils conduisaient appartiennent bien à la victime. Le procès suit son cours. Les deux accusés sont cités à la barre. Ils admettent devant le jury avoir beaucoup bu ce soir-là et être allés en centre-ville à la recherche d'une prostituée. Ils se sont relayés dans le coffre de la voiture afin de ne pas effrayer les filles. Alex se trouvait dans le coffre quand Steve a fait monter Pamela George. Une fois hors de la ville, Alex est sorti du coffre, provoquant la colère de Pamela. Les deux hommes admettent avoir eu des rapports sexuels avec Pamela avant de la faire descendre de la voiture et de la frapper. Mais ils affirment que Pamela était encore en vie quand ils sont partis. Elle les aurait même poursuivis en criant alors qu'ils quittaient les lieux. À la lumière du témoignage des garçons, la défense avance alors une hypothèse incroyable. Elle suggère que dans un deuxième temps, un autre suspect a pu arriver sur les lieux et infliger les coups fatals à Pamela George. Il pourrait très bien s'agir de Lenny Hall, le petit ami de Pamela, ou encore de Edwin Lloyd Isaac. Ils ont mis ça sur le dos d'une tierce personne et ils souhaitaient créer un doute raisonnable. La défense fait intervenir son propre médecin légiste, qui explique que Pamela n'est peut-être pas morte d'hémorragie interne au cerveau. Elle a très bien pu décéder d'une autre cause après le départ des garçons. Dans ce cas-là, il ne s'agissait plus d'un acte intentionnel, mais d'un homicide involontaire. Il était possible qu'elle soit morte d'hypothermie ou bien asphyxiée par son propre vomi. Il était question d'homicide involontaire et non plus de meurtre. La défense réclame un acquittement si le jury pense qu'une autre personne est impliquée dans la mort de Pamela George, ou bien un homicide involontaire s'il pense qu'elle est morte des suites de l'agression.
Selon la législation canadienne, un homicide involontaire est considéré comme un meurtre avec préméditation dès lors qu'il y a agression sexuelle ou séquestration. Mais le juge fait une déclaration très controversée. Il explique que Pamela était une prostituée et que par conséquent, la notion d'agression sexuelle ou de séquestration ne doit pas s'appliquer. Elle a accepté de son plein gré un rapport sexuel dans une zone isolée. Ces propos provoquent un véritable tollé au sein de la communauté. J'ai trouvé sa déclaration choquante. Ses propos ont choqué tout le monde, à commencer par les jurés. Le problème, c'est que Pam est montée à bord d'un véhicule sans savoir qu'il y avait en fait 2 hommes. L'un d'eux était caché dans le coffre. Les 2 hommes ont également reconnu l'avoir battue après avoir eu des rapports sexuels avec elle. C'était au jury de décider s'il s'agissait d'un acte consenti ou pas. On suggérait de manière implicite qu'elle était une citoyenne de seconde zone et qu'à ce titre, la loi ne pouvait pas s'appliquer de la même façon. Je n'ai pas du tout apprécié ce qu'il a dit. Bien sûr, Pamela était une prostituée. Mais c'était un être humain avant tout. Après 6 semaines de procès, les jurés se retirent pour délibérer. Le lendemain, ils rendent leur verdict. L'affaire a fait la une des journaux nationaux, en partie, je pense, à cause de l'identité des personnes impliquées. Le jury déclare les 2 hommes coupables, mais uniquement d'homicide involontaire. J'ai été choquée parce qu'ils étaient poursuivis à l'origine pour meurtre avec préméditation. Pourquoi le jury ne s'en est-il pas tenu là? Ce n'était pas le verdict qu'on espérait. Mais la Cour est bien obligée d'accepter la décision du jury. J'étais mal à l'aise vis-à-vis de la famille. Elle trouvait que c'était accorder peu de valeur à la vie de Pamela. Les gens ont éprouvé un sentiment d'injustice. Ces 2 hommes blancs avaient fait monter une femme indienne et l'avaient conduite hors de la ville pour la tuer. Je pense que dans certains quartiers, les gens espéraient un verdict différent. On s'attendait à ce qu'ils soient condamnés pour meurtre et non pour homicide involontaire. Les 2 jeunes hommes sont déclarés coupables d'homicide involontaire. Ils se voient tout de même infliger la peine la plus sévère possible, à savoir 10 ans. Mais pour la famille de Pamela George, ce n'est pas cher payé pour un tel crime. Ils m'ont pris ma mère. Je n'ai jamais connu ma mère. J'ai des enfants, mais elle les connaîtra jamais. Suite au procès, de nombreuses demandes vont être faites pour réformer le système judiciaire, que beaucoup de gens parmi les populations autochtones considèrent injuste à leur encontre. Mais ce qui a le plus choqué, c'est que, bien que de nombreuses personnes aient été au courant, cette affaire a bien failli ne jamais être résolue. Les 2 hommes auraient très bien pu ne jamais être inquiétés, bien qu'ils aient parlé de cette affaire à leurs amis, sans omettre le moindre détail, même les plus sordides. Aucun de leurs amis n'est allé voir la police, et pas un seul n'a révélé ce qu'il savait sur le crime. C'est seulement parce que la sœur d'un de leurs copains avait entendu une conversation et qu'elle en avait parlé à la police que ces 2 garçons ont pu être appréhendés. Les 2 jeunes hommes se sentaient protégés car ils n'évoluaient pas dans le même cercle que leurs victimes. Mais c'est cette arrogance qui a finalement causé leur perte. Ce qui les a perdus, c'est qu'ils se sont vantés auprès de leurs amis. La police peut s'estimer heureuse parce que s'ils ne s'étaient pas montrés aussi arrogants et aussi bêtes, il aurait été bien plus difficile de les arrêter.